Chapitre 23. Élisabeth, qui travaillait en compagnie de sa mère et de ses sœurs, se demandait si elle était autorisée à leur communiquer ce qu'elle venait d'apprendre, lorsque Sir William Lucas lui-même fit son entrée, envoyé par sa fille pour annoncer officiellement ses fiançailles à toute la famille. Avec force compliments et en se félicitant pour son compte personnel de la perspective d'une alliance entre les deux maisons, il leur fit part de la nouvelle qui provoqua autant d'incrédulité que de surprise. Madame Bennet, avec une insistance discourtoise, protesta qu'il devait faire erreur, tandis que Lydia, toujours étourdie, s'exclamait bruyamment. « Grand Dieu, Sir William, que nous comptez-vous là? Ne savez-vous donc pas que M. Collins veut épouser Lizzie ?» Il fallait toute la politesse d'un homme de cour pour supporter un pareil assaut. Sir William, néanmoins, tout en priant ces dames de croire à sa véracité, sut écouter leurs peu discrètes protestations de la meilleure grâce du monde. Élisabeth, sentant qu'elle devait lui venir en aide dans une aussi fâcheuse situation, intervint pour dire qu'elle connaissait déjà la nouvelle par Charlotte et s'efforça de mettre un terme aux exclamations de sa mère et de ses sœurs en offrant à Sir William de cordiales félicitations, auxquelles se joignirent celles de Jane. Puis elle s'étendit en diverses considérations sur le bonheur futur de Charlotte, l'honorabilité de M. Collins et la courte distance qui séparait Hunsford de Londres. Madame Bennet était tellement stupéfaite qu'elle ne trouva plus rien à dire jusqu'au départ de Sir William. Mais dès qu'il se fut retiré, elle donna libre cours au flot tumultueux de ses sentiments. Elle commença par s'obstiner dans son incrédulité, puis elle affirma que M. Collins s'était laissé entortillée par Charlotte. Elle déclara ensuite que ce ménage ne serait pas heureux et, pour finir, annonça la rupture prochaine des fiançailles. Deux choses, cependant, se dégageaient clairement de ces discours. Élisabeth était la cause de tout le mal, et elle, Madame Bennet, avait été indignement traitée. Elle médita tout le jour ces deux points. Rien ne pouvait la consoler, et la journée ne suffit pas à calmer son ressentiment. De toute la semaine, elle ne put voir Élisabeth sans lui renouveler ses reproches. Il lui fallut plus d'un mois pour reprendre vis-à-vis de Sir William et de Lady Lucas une attitude suffisamment correcte, et il s'écoula beaucoup plus de temps encore avant qu'elle parvint à pardonner à leur fille. M. Bennet accueillit la nouvelle avec plus de sérénité. Il lui plaisait, dit-il, de constater que Charlotte Lucas, qu'il avait toujours considérée comme une fille raisonnable, n'avait pas plus de bon sens que sa femme et en avait certainement moins que sa fille. Entre Élisabeth et Charlotte, une gêne subsistait qui les empêchait toutes deux d'aborder ce chapitre. Élisabeth sentait bien qu'il ne pouvait plus y avoir entre elles la même confiance. Désappointée par Charlotte, elle se tourna avec plus d'affection vers sa sœur, sur la droiture et la délicatesse de laquelle elle savait pouvoir toujours compter. Mais elle devenait chaque jour plus anxieuse au sujet de son bonheur, car Bingley était parti depuis plus d'une semaine et il n'était pas question de son retour. Jane avait répondu tout de suite à Caroline et comptait dans combien de jours elle pouvait raisonnablement espérer une nouvelle lettre. Les remerciements annoncés par M. Collins arrivèrent le mardi. Adressée à M. Bennet, sa lettre exprimait avec emphase sa gratitude aussi profonde que s'il eût fait un séjour de toute une année dans la famille Bennet. Ce devoir accompli, M. Collins annonçait en termes dithyrambiques le bonheur qu'il avait eu de conquérir le cœur de leur aimable voisine, et révélait que c'était avec le dessein de se rapprocher d'elle qu'il avait accepté si volontiers leur aimable invitation. Il pensait donc faire sa réapparition à Longbourn 15 jours plus tard. Lady Catherine, ajoutait-il, approuvait si complètement son mariage qu'elle désirait le voir célébré le plus tôt possible, et il comptait sur cet argument péremptoire pour décider l'aimable Charlotte à fixer rapidement le jour qui ferait de lui le plus heureux des hommes. Le retour de M. Collins ne pouvait plus causer aucun plaisir à Madame Bennet. Au contraire, tout autant que son mari, elle le trouvait le plus fâcheux du monde. N'était-il pas étrange que M. Collins
vint à Longbourn au lieu de descendre chez les Lucas, c'était fort gênant et tout à fait ennuyeux. Elle n'avait pas besoin de voir des hôtes chez elle, avec sa santé fragile, et encore moins des fiancés, qui, de tous, sont les gens les plus désagréables à recevoir. Ainsi murmurait madame Bennet, et ses plaintes ne cessaient que pour faire place à l'expression plus amère du chagrin que lui causait l'absence prolongée de M. Bingley. Cette absence inquiétait aussi Jane et Elizabeth. Les jours s'écoulaient sans apporter de nouvelles, sinon celles qui commençaient à circuler à Meryton, qu'on ne le reverrait plus de tout l'hiver à Netherfield. Elizabeth elle-même commençait à craindre que M. Bingley ne se fût laissé retenir à Londres par ses sœurs. Malgré sa répugnance à admettre une supposition qui ruinait le bonheur de sa sœur et donnait une idée si médiocre de la constance de Bingley, elle ne pouvait s'empêcher de penser que les efforts réunis de 2 sœurs insensibles et d'un ami autoritaire, joints au charme de Miss Darcy et au plaisir de Londres, pouvaient bien avoir raison de son attachement pour Jane. Quant à cette dernière, l'incertitude lui était, cela va de soi, encore plus pénible qu'à Elizabeth. Mais quels que fussent ses sentiments, elle évitait de les laisser voir, et c'était un sujet que les 2 sœurs n'abordaient jamais ensemble. M. Collins revint ponctuellement 15 jours plus tard, comme il l'avait annoncé, et s'il ne fut pas reçu à Longbourn aussi chaudement que la première fois, il était trop heureux pour s'en apercevoir. Du reste, ses devoirs de fiancé le retenaient presque toute la journée chez les Lucas, et il ne rentrait souvent que pour s'excuser de sa longue absence à l'heure où ses hôtes regagnaient leur chambre. Madame Bennet était vraiment à plaindre. La moindre allusion au mariage de M. Collins la mettait hors d'elle, et partout où elle allait, elle était sûre d'en entendre parler. La vue de Miss Lucas lui était devenue odieuse. Elle ne pouvait, sans horreur, penser qu'elle lui succéderait à Longbourn, et le cœur plein d'amertume, elle fatiguait son mari de ses doléances. « Oui, monsieur Bennet, il est trop dur de penser que Charlotte Lucas sera un jour maîtresse de cette maison, et qu'il me faudra m'en aller pour lui céder la place. » Cher ami, écartez ces pensées funèbres. Flattons-nous plutôt de l'espoir que je vous survivrai. Mais cette consolation semblait un peu mince à madame Bennet, qui, sans y répondre, continuait. « Je ne puis supporter l'idée que tout ce domaine lui appartiendra. Ah, s'il n'y avait pas cette entaille, comme cela me serait égal. » « Qu'est-ce qui vous semblerait égal ? Tout le reste ? Rendons grâce au ciel, alors, de vous avoir préservé d'une telle insensibilité. » « Jamais, monsieur Bennet, je ne rendrai grâce pour ce qui touche à ce maudit entaille. Qu'on puisse prendre des dispositions pareilles pour frustrer ces filles de leurs biens, c'est une chose que je ne pourrai jamais comprendre. Et tout cela pour les beaux yeux de monsieur Collins encore ? Pourquoi lui plutôt qu'un autre ? » « Je vous laisse le soin de résoudre le problème, » dit monsieur Bennet. Chapitre 24. La lettre de Miss Bingley arriva et mit fin à tous les doutes. Dès la première phrase, elle confirmait la nouvelle de leur installation à Londres pour tout l'hiver et transmettait les regrets de M. Bingley de n'avoir pu aller présenter ses respects à ses voisins avant de quitter la campagne. Il fallait donc renoncer à tout espoir, et quand Jane eut le courage d'achever sa lettre, à part les protestations d'amitié de Caroline, elle n'y trouva rien qui pût la réconforter. Les louanges de Miss Darcy en occupaient la plus grande partie. Miss Bingley se félicitait de leur intimité croissante et prévoyait l'accomplissement des désirs secrets qu'elle avait révélés à son amie dans sa lettre précédente. Elle racontait avec satisfaction que son frère fréquentait beaucoup chez M. Darcy et décrivait avec transport les plans de celui-ci pour le renouvellement de son mobilier. Elizabeth, à qui Jane communiqua le principal de sa lettre, écouta, silencieuse et pleine d'indignation, le cœur partagé entre la pitié qu'elle éprouvait pour sa sœur et le ressentiment que lui inspiraient les Bingley. Elle n'attachait aucune valeur à ce que disait Caroline sur l'admiration de son frère pour Miss Darcy. De la tendresse de celui-ci pour Jane, elle n'avait jamais douté, et n'en doutait pas encore. Mais elle ne pouvait, sans colère,
à peine sans mépris, songèrent à ce manque de décision qui faisait de lui actuellement le jouet des intrigues des siens et l'amenait à sacrifier son bonheur à leur préférence. Et s'il ne s'agissait que de son bonheur, libre à lui d'en disposer, mais celui de Jane aussi était en jeu, et il ne pouvait l'ignorer. Un jour ou deux se passèrent avant que Jane eut le courage d'aborder ce sujet avec Elizabeth. Mais une après-midi où sa mère avait plus encore que d'habitude épanché son irritation contre le maître de Netherfield, elle ne put s'empêcher de dire « Comme je souhaiterais que notre mère eût un peu plus d'empire sur elle-même. Elle ne se doute pas de la peine qu'elle me cause, avec ses allusions continuelles à M. Bingley. Mais je ne veux pas me plaindre. Tout cela passera, et nous nous retrouverons comme auparavant. » Élisabeth, sans répondre, regarda sa sœur avec une tendresse incrédule. « Vous ne me croyez pas ?» s'écria Jane en rougissant. « Vous avez tort. Il restera dans ma mémoire comme l'homme le plus aimable que j'ai connu. Mais c'est tout. Je n'ai rien à lui reprocher. Dieu soit loué de m'avoir, du moins, évité ce chagrin. Aussi, dans un peu de temps, je serai certainement capable de me ressaisir. » Elle ajouta bientôt, d'une voix plus ferme. « J'ai pour l'instant cette consolation. Tout ceci n'a été qu'une erreur de mon imagination. Il n'a pu faire de mal qu'à moi-même. »« Jane, ma chérie, vous êtes trop généreuse, » s'exclama Élisabeth. « Votre douceur, votre désintéressement sont vraiment angéliques. Je ne sais que vous dire. Il me semble que je ne vous ai jamais rendu justice, ni montré toute la tendresse que vous méritiez. » Jane repoussa ses éloges avec force et se mit en retour à louer la chaude affection de sa sœur. « Non, dit Élisabeth, ce n'est pas juste. Vous voulez ne voir partout que du bien. Vous êtes contrariée si je porte un jugement sévère, et quand je vous déclare parfaite, vous protestez. Oh, ne craignez pas que j'exagère ou que j'empiète sur votre privilège de juger favorablement tout l'univers. Plus je vais, et moins le monde me satisfait. Chaque jour me montre davantage l'instabilité des caractères et le peu de confiance qu'on peut mettre dans les apparences de l'intelligence et du mérite. Je viens d'en avoir 2 exemples. De l'un, je ne parlerai pas. L'autre, c'est le mariage de Charlotte. N'est-il pas inconcevable à tous les points de vue ? Ma chère Lizzie, ne vous laissez pas aller à des sentiments de ce genre. Vous ne tenez pas assez compte des différences de situation et de caractère. Considérez seulement l'honorabilité de M. Collins et l'esprit sensé et prudent de Charlotte. Souvenez-vous qu'elle appartient à une nombreuse famille, que ce mariage, sous le rapport de la fortune, est très avantageux, et par égard pour tous deux, efforcez-vous de croire que Charlotte peut vraiment éprouver quelque chose comme de l'estime et de l'affection pour notre cousin. Je croirais n'importe quoi pour vous faire plaisir, mais je me demande qui, hormis vous, en bénéficiera. Si je pouvais me persuader que Charlotte aime notre cousin, il me faudrait juger son esprit aussi sévèrement que je juge son cœur. Vous ne pouvez nier, ma chère Jane, que M. Collins ne soit un être prétentieux, pompeux et ridicule, et vous sentez forcément comme moi que la femme qui consent à l'épouser manque de jugement. Vous ne pouvez donc pas la défendre, même si elle s'appelle Charlotte Lucas. Je trouve que vous exprimez votre pensée en termes trop sévères, et vous en serez convaincu, je l'espère, en les voyant heureux ensemble. Mais laissons ce sujet. Vous avez parlé de 2 exemples, et je vous ai bien comprise. Je vous en prie, ma chère Lizzie, n'ajoutez pas à ma peine en jugeant une certaine personne digne de blâme, et en déclarant qu'elle a perdu votre estime. Il ne faut pas se croire si vite victime d'une offense volontaire. Nous ne devons pas attendre d'un jeune homme gai et plein d'entrain tant de prudence et de circonspection. Bien souvent, c'est votre propre vanité qui vous égare, et les femmes croient trouver dans l'admiration qu'elles excitent beaucoup de choses qui n'y sont pas. Et les hommes font bien ce qu'ils peuvent pour le leur faire croire. S'ils le font sciemment, ils sont impardonnables, mais je ne puis voir partout d'aussi noirs calculs. Je suis loin de charger M. Bingley d'une telle accusation, mais sans avoir de mauvaises intentions,
on peut mal agir et être une cause de chagrin. Il suffit pour cela d'être insouciant, de ne pas tenir assez compte des sentiments des autres ou manquer de volonté. Laquelle de ces 3 choses reprochez-vous à M. Bingley? La dernière. Vous persistez alors à supposer que ses sœurs ont essayé de l'influencer? Oui, et son amie également. C'est une chose que je ne puis croire. Elles ne peuvent souhaiter que son bonheur, et s'il m'aime, aucune autre femme ne pourra le rendre heureux. Elles peuvent souhaiter bien d'autres choses que son bonheur. Elles peuvent souhaiter pour lui plus de richesse et de considération. Elles peuvent souhaiter lui voir épouser une jeune fille qui lui apporte à la fois de la fortune et de hautes relations. Sans aucun doute, elles souhaitent lui voir épouser Miss Darcy. Mais cela peut venir d'un meilleur sentiment que vous ne pensez. La connaissant depuis plus longtemps que moi, il est naturel qu'elle me la préfère. Cependant, si elle croyait qu'il m'aime, elle ne chercherait pas à nous séparer. Et s'il m'aimait, elle ne pourrait y réussir. Pour croire qu'il m'aime, il faut supposer que tout le monde agit mal, et cette idée me rend malheureuse. Au contraire, je n'éprouve nulle honte à reconnaître que je me suis trompée. Laissez-moi donc voir l'affaire sous ce jour, qui me paraît être le véritable. Élisabeth ne pouvait que se rendre au désir de sa sœur, et entre elles, à partir de ce jour, le nom de M. Bingley ne fut plus que rarement prononcé. La société de M. Wickham fut précieuse pour dissiper le voile de tristesse que ces malencontreux événements avaient jeté sur Longbourn. On le voyait souvent, et à ses autres qualités s'ajoutait maintenant un abandon qui le rendait encore plus aimable. Tout ce qu'Élisabeth avait appris de ses démêlés avec M. Darcy était devenu public. On en parlait un peu partout, et l'on se plaisait à remarquer que M. Darcy avait paru antipathique à tout le monde, avant même que personne fût au courant de cette affaire. Jane était la seule à supposer qu'il pouvait exister des faits ignorés de la société de Meryton. Dans sa candeur charitable, elle plaidait toujours les circonstances atténuantes et alléguait la possibilité d'une erreur. Mais tous les autres s'accordaient pour condamner M. Darcy et le déclarer le plus méprisable des hommes. Chapitre 25. Après une semaine passée à exprimer son amour et à faire des rêves de bonheur, l'arrivée de samedi arracha M. Collins à son aimable Charlotte. Le chagrin de la séparation, toutefois, allait être allégé de son côté par les préparatifs qu'il avait à faire pour la réception de sa jeune épouse, car il avait tout lieu d'espérer que le jour du mariage serait fixé à son prochain retour en Hertfordshire. Il prit congé des habitants de Longbourn avec autant de solennité que la première fois, renouvela ses vœux de santé et de bonheur à ses belles cousines et promit à leur père une autre lettre de remerciement. Le lundi suivant, Madame Bennet eut le plaisir de recevoir son frère et sa belle-sœur, qui venaient comme à l'ordinaire passer la Noël à Longbourn. M. Gardiner était un homme intelligent et de bonne manière, infiniment supérieur à sa sœur, tant par les qualités naturelles que par l'éducation. Les dames de Netherfield auraient eu peine à croire qu'un homme qui était dans le commerce pouvait être aussi agréable et aussi distingué. Madame Gardiner, plus jeune que Madame Bennet, était une femme aimable, élégante et fine, que ses nièces de Longbourn aimaient beaucoup. Les 2 aînées surtout lui étaient unies par une vive affection, et elle faisait de fréquents séjours à Londres chez leur tante. Le premier soin de Madame Gardiner fut de distribuer les cadeaux qu'elle avait apportés et de décrire les dernières modes de Londres. Ceci fait, son rôle devint moins actif, et ce fut alors son tour d'écouter. Madame Bennet avait beaucoup de griefs à raconter, beaucoup de plaintes à exhaler depuis leur dernière rencontre. Sa famille avait eu bien de la malchance. 2 de ses filles avaient été sur le point de se marier, et finalement, les 2 projets avaient échoué. « Je ne blâme pas Jane, ajouta-t-elle. Ce n'est pas sa faute si l'affaire a manqué. Mais Lizzie... Oh, ma sœur, il est tout de même dur de penser qu'elle pourrait, à l'heure qu'il est, s'appeler Madame Collins, n'eût été son déplorable entêtement. Il l'a demandée en mariage dans cette pièce même, et elle l'a refusé. Le résultat, c'est que Lady Lucas aura une fille mariée avant moi, et que la propriété de Longbourn sortira de la famille. Les Lucas sont des gens fort habiles, ma sœur.
et disposés à s'emparer de tout ce qui est à leur portée. Je regrette de le dire, mais c'est la pure vérité. Quant à moi, cela me rend malade d'être contrecarré de la sorte par les miens et d'avoir des voisins qui pensent toujours à eux-mêmes avant de penser aux autres. Mais votre arrivée est un véritable réconfort, et je suis charmée de ce que vous me dites au sujet des manches longues. Madame Gardiner, qui avait déjà été mise au courant des faits par sa correspondance avec Jane et Elizabeth, répondit brièvement à sa belle-sœur, et par amitié pour ses nièces, détourna la conversation. Mais elle reprit le sujet un peu plus tard, quand elle se trouva seule avec Elizabeth. Ce parti semblait vraiment souhaitable pour Jane, dit-elle, et je suis bien fâchée que la chose en soit restée là. Mais il n'est pas rare de voir un jeune homme tel que vous me dépeignez, monsieur Bingley, s'éprendre soudain d'une jeune fille, et, si le hasard vient à les séparer, l'oublier aussi vite. Voilà certes une excellente consolation, dit Elizabeth, mais dans votre cas, le hasard n'est point responsable, et il est assez rare qu'un jeune homme de fortune indépendante se laisse persuader par les siens d'oublier une jeune fille dont il était violemment épris quelques jours auparavant. Cette expression de « violemment épris » est à la fois si vague et si rebattue qu'elle ne me représente pas grand-chose. On l'emploie aussi bien pour un sentiment passager, né d'une simple rencontre, que pour un attachement réel et profond. S'il vous plaît, comment se manifestait ce violent amour de M. Bingley ? Je n'ai jamais vu une inclination aussi pleine de promesses. Il ne voyait que Jane et ne faisait plus attention à personne. Au bal qu'il a donné chez lui, il a froissé plusieurs jeunes filles en oubliant de les inviter à danser. Et moi-même, ce jour-là, je lui ai adressé 2 fois la parole, sans qu'il eût l'air de m'entendre. Est-il symptôme plus significatif ? Le fait d'être impoli envers tout le monde n'est-il pas chez un homme la marque même de l'amour ? Oui, de cette sorte d'amour qu'éprouvait sans doute M. Bingley. Pauvre Jane, j'en suis fâchée pour elle. Avec sa nature, il lui faudra longtemps pour se remettre. Mais si vous aviez été à sa place, Lizzie, votre gaieté vous aurait aidé à réagir plus vite. Mais pensez-vous que nous pourrions décider Jane à venir à Londres avec nous ? Un changement lui ferait du bien, et quitter un peu sa famille serait peut-être pour elle le remède le plus salutaire. Elizabeth applaudit à cette proposition, sûre que Jane l'accepterait volontiers. « J'espère, ajouta Madame Gardiner, qu'aucune arrière-pensée au sujet de ce jeune homme ne l'arrêtera. Nous habitons un quartier tout différent, nous n'avons pas les mêmes relations, et nous sortons peu, comme vous le savez. Il est donc fort peu probable qu'ils se rencontrent, à moins que lui-même ne cherche réellement à la voir. »« Oh, cela est impossible, car il est maintenant sous la garde de son ami, et M. Darcy ne lui permettra certainement pas d'aller rendre visite à Jane dans un tel quartier. »« Ma chère tante, y pensez-vous ? M. Darcy a peut-être entendu parler d'une certaine rue qu'on appelle Grace Church Street, mais un mois d'ablution lui semblerait à peine suffisant pour s'en purifier, si jamais il y mettait les pieds. Et soyez-en sûrs, M. Bingley ne sort jamais sans lui. » Tant mieux. J'espère qu'ils ne se rencontreront pas du tout. Mais Jane n'est-elle pas en correspondance avec la sœur ? Elle ne pourra pas résister au désir d'aller la voir. Elle laissera, je pense, tomber cette relation. Tout en faisant cette déclaration avec la même assurance qu'elle avait prédit que M. Bingley n'aurait pas la permission d'aller voir Jane, Elizabeth ressentait au fond d'elle-même une anxiété qui, à la réflexion, lui prouva qu'elle ne jugeait pas l'affaire absolument désespérée. Après tout, il était possible, elle allait même jusqu'à se dire probable, que l'amour de M. Bingley se réveillât et que l'influence des siens se trouvât moins forte que le pouvoir plus naturel des attraits qui l'avaient charmée. Jane accepta l'invitation de sa tante avec plaisir, et si elle pensa au Bingley, ce fut simplement pour se dire que, Caroline n'habitant pas avec son frère, elle pourrait, sans risquer de le rencontrer, passer quelquefois une matinée avec elle. Les Gardiner restèrent une semaine à Longbourn,
et entre les Phillips, les Lucas et les officiers de la milice, il n'y eut pas une journée sans invitation. Madame Bennet avait si bien pourvu à la distraction de son frère et de sa belle-sœur qu'ils ne dînèrent pas une seule fois en famille. Si l'on passait la soirée à la maison, il ne manqua jamais d'y avoir comme convives quelques officiers, et parmi eux, M. Wickham. Dans ces occasions, Madame Gardiner, mise en éveil par la sympathie avec laquelle Élisabeth lui avait parlé de ce dernier, les observait tous deux avec attention. Sans les croire très sérieusement épris l'un de l'autre, le plaisir évident qu'ils éprouvaient à se voir suffit à l'inquiéter un peu. Et elle résolut de représenter avant son départ à Élisabeth l'imprudence qu'il y aurait à encourager un tel sentiment. Indépendamment de ses qualités personnelles, Wickham avait un moyen de se rendre agréable à Madame Gardiner. Celle-ci, avant son mariage, avait habité un certain temps la région dont il était lui-même originaire, dans le Derbyshire. Ils avaient donc beaucoup de connaissances communes, et bien qu'il eût quitté le pays depuis 5 ans, il pouvait lui donner de ses relations d'autrefois des nouvelles plus fraîches que celles qu'elle possédait elle-même. Madame Gardiner avait vu Pemberley jadis, et avait beaucoup entendu parler du père de M. Darcy. C'était là un inépuisable sujet de conversation. Elle prenait plaisir à comparer ses souvenirs de Pemberley avec la description minutieuse qu'en faisait Wickham, et à dire son estime pour l'ancien propriétaire. Son interlocuteur ne se montrait pas moins charmé qu'elle par cette évocation du passé. Lorsqu'il lui raconta la façon dont l'avait traité le fils, elle essaya de se rappeler ce qu'on disait de celui-ci, au temps où il n'était encore qu'un jeune garçon. Et, en fouillant dans sa mémoire, il lui sembla avoir entendu dire que le jeune Fitzwilliam Darcy était un enfant extrêmement orgueilleux et désagréable. Chapitre 26. Madame Gardiner saisit la première occasion favorable pour donner doucement à Élisabeth l'avertissement qu'elle jugeait nécessaire. Après lui avoir dit franchement ce qu'elle pensait, elle ajouta : « Vous êtes, Lizzie, une fille trop raisonnable pour vous attacher à quelqu'un simplement parce que l'on cherche à vous en détourner. C'est pourquoi je ne crains pas de vous parler avec cette franchise. Très sérieusement, je voudrais que vous vous teniez sur vos gardes. Ne vous laissez pas prendre, et ne laissez pas M. Wickham se prendre aux douceurs d'une affection que le manque absolu de fortune de part et d'autre rendrait singulièrement imprudente. Je n'ai rien à dire contre lui. C'est un garçon fort sympathique, et s'il possédait la position qu'il mérite, je crois que vous ne pourriez mieux choisir. Mais, la situation étant ce qu'elle est, il vaut mieux ne pas laisser votre imagination s'égarer. Vous avez beaucoup de bon sens, et nous comptons que vous saurez en user. Votre père a toute confiance dans votre jugement et votre fermeté de caractère. N'allez pas lui causer une déception. » « Ma chère tante, voilà des paroles bien sérieuses. »« Oui, et j'espère vous décider à être sérieuse vous aussi. »« Eh bien, rassurez-vous, je vous promets d'être sur mes gardes, et M. Wickham ne s'éprendra pas de moi si je puis l'en empêcher. » « Élisabeth, vous n'êtes pas sérieuse en ce moment. »« Je vous demande pardon. Je vais faire tous mes efforts pour le devenir. »« Non, très sincèrement, je ne le suis pas, mais c'est, sans comparaison, l'homme le plus agréable que j'ai jamais rencontré. Et s'il s'attachait à moi ? Non, décidément, il vaut mieux que cela n'arrive pas. Je vois quel en serait le danger. Oh, cet horrible monsieur Darcy ! L'estime de mon père me fait grand honneur, et je serais très malheureuse de la perdre. Mon père, cependant, a un faible pour M. Wickham. En résumé, ma chère tante, je serais désolée de vous faire de la peine, mais puisque nous voyons tous les jours que les jeunes gens qui s'aiment se laissent rarement arrêter par le manque de fortune, comment pourrais-je m'engager à me montrer plus forte que tant d'autres en cas de tentation ? Comment, même, pourrais-je être sûre qu'il est plus sage de résister ? Aussi, tout ce que je puis vous promettre, c'est de ne rien précipiter, de ne pas me hâter de croire que je suis l'unique objet des pensées de M. Wickham. En un mot, je ferai de mon mieux. Peut-être serait-il bon de ne pas l'encourager à venir aussi souvent. Tout au moins, pourriez-vous ne pas suggérer à votre mère de l'inviter ?
Comme je l'ai fait l'autre jour, dit Élisabeth, qui sourit à l'allusion. C'est vrai, il serait sage de m'en abstenir. Mais ne croyez pas que ces visites soient habituellement aussi fréquentes. C'est en votre honneur qu'on l'a invité si souvent cette semaine. Vous connaissez les idées de ma mère sur la nécessité d'avoir continuellement du monde pour distraire ses visiteurs. En toute sincérité, j'essaierai de faire ce qui me semblera le plus raisonnable. Et maintenant, j'espère que vous voilà satisfaite. Sur la réponse affirmative de sa tante, Élisabeth la remercia de son affectueux intérêt, et ainsi se termina l'entretien. Exemple bien rare d'un avis donné en pareille matière, sans blesser le personnage qui le reçoit. M. Collins revint en Hertfordshire après le départ des Gardiner et de Jane. Mais, comme il descendit cette fois chez les Lucas, son retour ne gêna pas beaucoup Madame Bennet. Le jour du mariage approchant, elle s'était enfin résignée à considérer l'événement comme inévitable, et allait jusqu'à dire d'un ton désagréable qu'elle souhaitait qu'ils fussent heureux. Le mariage devant avoir lieu le jeudi, Miss Lucas vint le mercredi à Longbourn pour faire sa visite d'adieu. Lorsqu'elle se leva pour prendre congé, Élisabeth, confuse de la mauvaise grâce de sa mère et de ses souhaits dépourvus de cordialité, sortit de la pièce en même temps que Charlotte pour la reconduire. Comme elles descendaient ensemble, celle-ci lui dit « Je compte recevoir souvent de vos nouvelles, Élisabeth. Je vous le promets. Et j'ai une autre faveur à vous demander, celle de venir me voir. Nous nous rencontrerons souvent ici, j'espère. Il est peu probable que je quitte le Kent d'ici quelque temps. Permettez-moi donc de venir à Hunsford. » Élisabeth ne pouvait refuser, bien que la perspective de cette visite la séduisît peu au premier abord. « Mon père et Maria doivent venir me faire visite en mars. Vous consentirez, je l'espère, à les accompagner, et vous serez accueillis aussi chaudement qu'eux-mêmes. » Le mariage eut lieu. Les mariés partirent pour le Kent au sortir de l'église, et dans le public, on échangea les propos habituels en de telles circonstances. Les premières lettres de Charlotte furent accueillies avec empressement. On se demandait naturellement, avec curiosité, comment elle parlerait de sa nouvelle demeure, de Lady Catherine, et surtout de son bonheur. Les lettres lues, Élisabeth vit que Charlotte s'exprimait sur chaque point exactement comme elle l'avait prévu. Elle écrivait avec beaucoup de gaieté, semblait jouir d'une existence pleine de confort et louait tout ce dont elle parlait. La maison, le mobilier, les voisins, les routes ne laissaient rien à désirer, et Lady Catherine se montrait extrêmement aimable et obligeante. Dans tout cela, on reconnaissait les descriptions de M. Collins, sous une forme plus tempérée. Élisabeth comprit qu'il lui faudrait attendre d'aller à Hunsford pour connaître le reste. Jane avait déjà écrit quelques lignes pour annoncer qu'elle avait fait bon voyage, et Élisabeth espérait que sa seconde lettre parlerait un peu des Bingley. Cet espoir eut le sort de tous les espoirs en général. Au bout d'une semaine passée à Londres, Jane n'avait ni vu Caroline, ni rien reçu d'elle. Ce silence, elle l'expliquait, en supposant que sa dernière lettre écrite de Longbourn s'était perdue. « Ma tante, continuait-elle, va demain dans leur quartier, et j'en profiterai pour passer à Grosvenor Street. » La visite faite, elle écrivit de nouveau. Elle avait vu Miss Bingley. « Je n'ai pas trouvé à Caroline beaucoup d'entrain, disait-elle, mais elle a paru très contente de me voir, et m'a reproché de ne pas lui avoir annoncé mon arrivée à Londres. Je ne m'étais donc pas trompée, elle n'avait pas reçu ma dernière lettre. J'ai naturellement demandé des nouvelles de son frère. Il va bien, mais est tellement accaparé par M. Darcy que ses sœurs le voient à peine. J'ai appris au cours de la conversation qu'elles attendaient Miss Darcy à dîner. J'aurais bien aimé la voir. Ma visite n'a pas été longue, parce que Charlotte et Madame Hurst allaient sortir. Je suis sûre qu'elles ne tarderont pas à me la rendre. » Élisabeth hocha la tête en lisant cette lettre. Il était évident qu'un hasard seul pouvait révéler à M. Bingley la présence de sa sœur à Londres. Un mois s'écoula sans que Jane entendît parler de lui. Elle tâchait de se convaincre que ce silence la laissait indifférente. Mais il lui était difficile de se faire encore illusion
sur les sentiments de Miss Bingley. Après l'avoir attendue de jour en jour pendant une quinzaine, en lui trouvant chaque soir une nouvelle excuse, elle la vit enfin apparaître. Mais la brièveté de sa visite et surtout le changement de ses manières lui ouvrirent cette fois les yeux. Voici ce qu'elle écrivit à ce propos à sa sœur. « Vous êtes trop bonne, ma chère Lizzie, j'en suis sûre, pour vous glorifier d'avoir été plus perspicace que moi, quand je vous confesserai que je m'étais complètement abusée sur les sentiments de Miss Bingley à mon égard. Mais, ma chère sœur, bien que les faits vous donnent raison, ne m'accusez pas d'obstination, si j'affirme qu'étant donné ces démonstrations passées, ma confiance était aussi naturelle que vos soupçons. Je ne comprends pas du tout pourquoi Caroline a désiré se lier avec moi. Et si les mêmes circonstances se représentaient, il serait possible que je m'y laisse prendre de nouveau. C'est hier seulement qu'elle m'a rendu ma visite. Et jusque-là, elle ne m'avait pas donné le moindre signe de vie. Il était visible qu'elle faisait cette démarche sans plaisir. Elle s'est vaguement excusée de n'être pas venue plus tôt, n'a pas dit une parole qui témoignât du désir de me revoir, et m'a paru en tout point tellement changée que lorsqu'elle est partie, j'étais parfaitement résolue à laisser tomber nos relations. Je ne puis m'empêcher de la blâmer et de la plaindre à la fois. Elle a eu tort de me témoigner tant d'amitié, car je puis certifier que toutes les avances sont venues d'elle. Mais je la plains cependant, parce qu'elle doit sentir qu'elle a mal agi, et que sa sollicitude pour son frère en est la cause. Je n'ai pas besoin de m'expliquer davantage. Je suis étonnée seulement que ses craintes subsistent encore à l'heure qu'il est. Car si son frère avait pour moi la moindre inclination, il y a longtemps qu'il aurait tâché de me voir. Il sait certainement que je suis à Londres. Une phrase de Caroline me l'a laissé à entendre. Je n'y comprends rien. J'aurais presque envie de dire qu'il y a, dans tout cela, quelque chose de louche, si je ne craignais de faire un jugement téméraire. Mais je vais essayer de chasser ces pensées pénibles, pour me souvenir seulement de ce qui peut me rendre heureuse. Votre affection, par exemple, et l'inépuisable bonté de mon oncle et de ma tante. Écrivez-moi bientôt. Miss Bingley m'a fait comprendre que son frère ne retournerait pas à Netherfield et résilierait son bail, mais sans rien dire de précis. N'en parlons pas, cela vaut mieux. Je suis très heureuse que vous ayez de bonnes nouvelles de vos amis de Hunsford. Il faut que vous alliez les voir avec Sir William et Maria. Vous ferez là-bas, j'en suis sûre, un agréable séjour. À vous, affectueusement. Cette lettre causa quelque peine à Élisabeth, mais elle se réconforta bientôt par la pensée que Jane avait cessé d'être dupe de Miss Bingley. Du frère, il n'y avait plus rien à espérer. Un retour à ses premiers sentiments ne semblait même plus souhaitable à Élisabeth, tant il avait baissé dans son estime. Son châtiment serait d'épouser bientôt Miss Darcy, qui, sans doute, si Wickham avait dit la vérité, lui ferait regretter amèrement ce qu'il avait dédaigné. À peu près vers cette époque, Madame Gardiner rappela à sa nièce ce qu'elle lui avait promis au sujet de Wickham et réclama d'être tenue au courant. La réponse que fit Élisabeth était de nature à satisfaire sa tante plutôt qu'elle-même. La prédilection que semblait lui témoigner Wickham avait disparu. Son empressement avait cessé. Ses soins avaient changé d'objet. Élisabeth s'en rendait compte, mais pouvait constater ce changement sans en éprouver un vrai chagrin. Son cœur n'avait été que légèrement touché, et la conviction que seule la question de fortune l'avait empêché d'être choisie suffisait à satisfaire son amour-propre. Un héritage inattendu de 10 000 livres était le principal attrait de la jeune fille, à qui, maintenant, s'adressaient ses hommages. Mais Élisabeth, moins clairvoyante ici, semblait-il, que dans le cas de Charlotte, n'en voulait point à Wickham de la prudence de ses calculs. Au contraire, elle ne trouvait rien de plus naturel, et tout en supposant qu'il avait dû lui en coûter un peu de renoncer à son premier rêve, elle était prête à approuver la sagesse de sa conduite, et souhaitait sincèrement qu'il fût heureux. Élisabeth disait en terminant sa lettre à Madame Gardiner : « Je suis convaincue maintenant, ma chère tante, que mes sentiments pour lui n'ont jamais été bien profonds. Autrement, son nom seul me ferait horreur, et je lui souhaiterais toutes sortes de maux. Or, non seulement je me sens pour lui pleine de bienveillance,
Mais encore, je n'en veux pas le moins du monde à Miss King et ne demande qu'à lui reconnaître beaucoup de qualités. Tout ceci ne peut vraiment pas être de l'amour. Ma vigilance a produit son effet. Certes, je serais plus intéressante si j'étais folle de chagrin, mais je préfère, somme toute, la médiocrité de mes sentiments. Kitty et Lydia prennent plus à cœur que moi la défection de M. Wickham. Elles sont jeunes, et l'expérience ne leur a pas encore appris que les jeunes gens les plus aimables ont besoin d'argent pour vivre, tout aussi bien que les autres. Chapitre 27. Sans autre événement plus notable que des promenades à Meryton, tantôt par la boue et tantôt par la gelée, janvier et février s'écoulèrent. Mars devait amener le départ d'Elizabeth pour Hunsford. Tout d'abord, elle n'avait pas songé sérieusement à s'y rendre, mais bientôt, s'étant rendue compte que Charlotte comptait véritablement sur sa visite, elle en vint à envisager elle-même ce voyage avec un certain plaisir. L'absence avait excité chez elle le désir de revoir son amie et atténué en même temps son antipathie pour M. Collins. Ce séjour mettrait un peu de variété dans son existence. Et, comme avec sa mère et ses sœurs d'humeur si différentes, la maison n'était pas toujours un paradis, un peu de changement serait, après tout, le bienvenu. Elle aurait de plus l'occasion de voir Jane au passage. Bref, à mesure que le jour du départ s'approchait, elle lui était bien fâchée que le voyage fût remis. Tout s'arrangea le mieux du monde, et selon les premiers plans de Charlotte. Élisabeth devait partir avec Sir William et sa seconde fille. Son plaisir fut complet lorsqu'elle apprit qu'on s'arrêterait une nuit à Londres. Les adieux qu'elle échangea avec M. Wickham furent pleins de cordialité. Du côté de M. Wickham, tout particulièrement. Ses projets actuels ne pouvaient lui faire oublier qu'Élisabeth avait été la première à attirer son attention, la première à écouter ses confidences avec sympathie, la première à mériter son admiration. Aussi, dans la façon dont il lui souhaita un heureux séjour, en lui rappelant quel genre de personne elle allait trouver en Lady Catherine de Bourgh, et en exprimant l'espoir que là, comme ailleurs, leurs opinions s'accorderaient toujours, il y avait un intérêt, une sollicitude à laquelle Élisabeth fut extrêmement sensible. Et, en le quittant, elle garda la conviction que, marié ou célibataire, il resterait toujours à ses yeux le modèle de l'homme aimable. La distance jusqu'à Londres n'était que de 24 milles, et, partis dès le matin, les voyageurs purent être chez les Gardiner à Grace Church Street vers midi. Jane, qui les guettait à une fenêtre du salon, s'élança pour les accueillir dans le vestibule. Le premier regard d'Élisabeth fut pour scruter anxieusement le visage de sa sœur, et elle fut heureuse de constater qu'elle avait bonne mine, et qu'elle était aussi fraîche et jolie qu'à l'ordinaire. Sur l'escalier se pressait toute une bande de petits garçons et de petites filles impatientes de voir leur cousine. L'atmosphère était joyeuse et accueillante, et la journée se passa très agréablement. L'après-midi dans les magasins et la soirée au théâtre. Élisabeth s'arrangea pour se placer à côté de sa tante. Elles commencèrent naturellement par s'entretenir de Jane, et Élisabeth apprit avec plus de peine que de surprise que sa sœur, malgré ses efforts pour se dominer, avait encore des moments d'abattement. Madame Gardiner donna aussi quelques détails sur la visite de Miss Bingley et rapporta plusieurs conversations qu'elle avait eues avec Jane, qui prouvaient que la jeune fille avait renoncé à cette relation d'une façon définitive. Madame Gardiner plaisanta ensuite sa nièce sur l'infidélité de M. Wickham et la félicita de prendre les choses d'une âme si tranquille. « Mais comment est donc cette Miss King ? Il me serait pénible de penser que notre amie est l'âme vénale. Pourriez-vous me dire, ma chère tante, quelle est la différence entre la vénalité et la prudence ? Où finit l'une et où commence l'autre ? À Noël, vous aviez peur qu'il ne m'épousât. Vous regardiez ce mariage comme une imprudence. Et maintenant qu'il cherche à épouser une jeune fille pourvue d'une modeste dot de 10 000 livres, vous voilà prête à le taxer de vénalité ? Dites-moi seulement comment est Miss King. Je saurai ensuite ce que je dois penser. C'est, je crois, une très bonne fille. Je n'ai jamais entendu rien dire contre elle. Mais
Monsieur Wickham ne s'était jamais occupé d'elle jusqu'au jour où elle a hérité cette fortune de son grand-père. Non. Pourquoi l'aurait-il fait? S'il ne lui était point permis de penser à moi parce que je n'avais pas d'argent, comment aurait-il pu être tenté de faire la cour à une jeune fille qui n'en avait pas davantage et qui par surcroît lui était indifférente? Il semble peu délicat de s'empresser auprès d'elle, sitôt après son changement de fortune. Un homme pressé par le besoin d'argent n'a pas le temps de s'arrêter à des convenances que d'autres ont le loisir d'observer. Si Miss King n'y trouve rien à redire, pourquoi serions-nous choqués? L'indulgence de Miss King ne le justifie point. Cela prouve seulement que quelque chose lui manque aussi, bon sens ou délicatesse. « Eh bien, s'écria Élisabeth, qu'il en soit comme vous le voulez, et admettons une fois pour toutes qu'elle est sotte, et qu'il est, lui, un coureur de dot. »« Non, Lizzie, ce n'est pas du tout ce que je veux. » Il m'est pénible de porter ce jugement sévère sur un jeune homme originaire du Derbyshire. Oh, quant à cela, j'ai une assez pauvre opinion des jeunes gens du Derbyshire, et leurs intimes amis du Hertfordshire ne valent pas beaucoup mieux. Je suis excédée des uns et des autres, Dieu merci. Je vais voir demain un homme totalement dépourvu de sens, d'intelligence et d'éducation, et je finis par croire que ces gens-là seuls sont agréables à fréquenter. Prenez garde, Lizzie. Voilà un discours qui sent fort le désappointement. Avant la fin de la représentation, Élisabeth eut le plaisir très inattendu de se voir invitée par son oncle et sa tante à les accompagner dans le voyage d'agrément qu'ils projetaient pour l'été suivant. Nous n'avons pas encore décidé où nous irons, peut-être dans la région des lacs. Nul projet ne pouvait être plus attrayant pour Élisabeth, et l'invitation fut acceptée avec empressement et reconnaissance. « Oh, chère tante !» s'écria-t-elle ravie, « vous me transportez de joie. Quelles heures exquises nous passerons ensemble! Adieu, tristesses et déceptions, nous oublierons les hommes en contemplant les montagnes. » Chapitre 28. Dans le voyage du lendemain, tout parut nouveau et intéressant à Élisabeth. Rassurée sur la santé de Jane par sa belle mine et ravie par la perspective de son voyage dans le Nord, elle se sentait pleine d'entrain et de gaieté. Quand on quitta la grande route pour prendre le chemin de Hunsford, tous cherchèrent des yeux le presbytère, s'attendant à le voir surgir à chaque tournant. Leur route longeait d'un côté la grille de Rosings Park. Élisabeth sourit en se souvenant de tout ce qu'elle avait entendu au sujet de sa propriétaire. Enfin, le presbytère apparut. Le jardin descendant jusqu'à la route, les palissades vertes, la haie de lauriers, tout annonçait qu'on était au terme du voyage. M. Collins et Charlotte se montrèrent à la porte, et la voiture s'arrêta devant la barrière, séparée de la maison par une courte avenue de lauriers. Madame Collins reçut son amie avec une joie si vive qu'Élisabeth, devant cet accueil affectueux, se félicita encore davantage d'être venue. Elle vit tout de suite que le mariage n'avait pas changé son cousin, et que sa politesse était toujours aussi cérémonieuse. Il la retint plusieurs minutes à la porte pour s'informer de toute sa famille. Puis, après avoir, en passant, fait remarquer le bel aspect de l'entrée, il introduisit ses hôtes sans plus de délai dans la maison. Au salon, il leur souhaita une seconde fois la bienvenue dans son modeste presbytère et répéta ponctuellement les offres de rafraîchissement que sa femme faisait aux voyageurs. Élisabeth s'attendait à le voir briller de tout son éclat, et pendant qu'il faisait admirer les belles proportions du salon, l'idée lui vint qu'il s'adressait particulièrement à elle, comme s'il souhaitait de lui faire sentir tout ce qu'elle avait perdu en refusant de l'épouser. Il lui eût été difficile pourtant d'éprouver le moindre regret, et elle s'étonnait plutôt que son ami, vivant avec un tel compagnon, pût avoir l'air aussi joyeux. Toutes les fois que M. Collins proférait quelque sottise, et la chose n'était pas rare, les yeux d'Élisabeth se tournaient involontairement vers sa femme. Une ou deux fois, elle crut surprendre sur son visage une faible rougeur, mais la plupart du temps, Charlotte, très sagement, avait l'air de ne pas entendre. Après avoir tenu ses visiteurs assez longtemps pour leur faire admirer en détail le mobilier, depuis le bahut jusqu'au garde-feu, et entendre le récit de leur voyage, M. Collins les emmena faire le tour du jardin qui était vaste,
bien dessinées et qu'il cultivait lui-même. Travailler dans son jardin était un de ses plus grands plaisirs. Élisabeth admira le sérieux avec lequel Charlotte vantait la salubrité de cet exercice et reconnaissait qu'elle encourageait son mari à s'y livrer le plus possible. M. Collins les conduisit dans toutes les allées et leur montra tous les points de vue avec une minutie qui en faisait oublier le pittoresque. Mais de toutes les vues que son jardin, la contrée et même le royaume pouvaient offrir, aucune n'était comparable à celle du manoir de Rosings, qu'une trouée dans les arbres du parc permettait d'apercevoir presque en face du presbytère. C'était un bel édifice de construction moderne, fort bien situé sur une éminence. Après le jardin, M. Collins voulut leur faire le tour de ces deux prairies, mais les dames, qui n'étaient point chaussées pour affronter les restes d'une gelée blanche, se récusèrent. Et tandis qu'il continuait sa promenade avec Sir William, Charlotte ramena sa sœur et son amie à la maison, heureuse sans doute de pouvoir la leur faire visiter sans l'aide de son mari. Petite, mais bien construite, elle était commodément agencée, et tout y était organisé avec un ordre et une intelligence dont Élisabeth attribua tout l'honneur à Charlotte. Cette demeure, évidemment, était fort plaisante, à condition d'en oublier le maître. Et en voyant à quel point Charlotte se montrait satisfaite, Élisabeth conclut qu'elle l'oubliait souvent. On avait tout de suite prévenu les arrivants que Lady Catherine était encore à la campagne. On reparla d'elle au dîner et M. Collins observa. « Oui, Miss Élisabeth, vous aurez l'honneur de voir Lady Catherine de Bourgh dimanche prochain, et certainement elle vous charmera. C'est l'aménité et la bienveillance en personne. Et je ne doute pas qu'elle n'ait la bonté de vous adresser la parole à l'issue de l'office. Je ne crois pas m'avancer en vous annonçant qu'elle vous comprendra, ainsi que ma sœur Maria, dans les invitations qu'elle nous fera pendant votre séjour ici. Sa manière d'être à l'égard de ma chère Charlotte est des plus aimables. Nous dînons à Rosings 2 fois par semaine, et jamais sa grâce ne nous laisse revenir à pied. Sa voiture est toujours prête pour nous ramener. Je devrais dire une de ses voitures, car sa grâce en a plusieurs. Lady Catherine est une femme intelligente et respectable, appuya Charlotte, et c'est pour nous une voisine remplie d'attention. Très juste, ma chère amie, je le disais à l'instant. C'est une personne pour laquelle on ne peut avoir trop de déférence. La soirée se passa tout entière à parler du Hertfordshire. Une fois retirée dans la solitude de sa chambre, Élisabeth put méditer à loisir sur le bonheur dont semblait jouir son amie. À voir avec quel calme Charlotte supportait son mari, avec quelle adresse elle le gouvernait, Élisabeth fut obligée de reconnaître qu'elle s'en tirait à merveille. Dans l'après-midi du jour suivant, pendant qu'elle s'habillait pour une promenade, un bruit soudain parut mettre toute la maison en rumeur. Elle entendit quelqu'un monter précipitamment l'escalier en l'appelant à grands cris. Elle ouvrit la porte et vit sur le palier Maria, hors d'haleine. « Élisabeth, venez vite voir quelque chose d'intéressant. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Dépêchez-vous et descendez tout de suite à la salle à manger. » Sans pouvoir obtenir un mot de plus de Maria, elle descendit rapidement avec elle dans la salle à manger, qui donnait sur la route, et de là, vit 2 dames dans un petit phaéton, arrêtées à la barrière du jardin. « C'est tout cela ?» s'exclama Élisabeth. « Je pensais pour le moins que toute la basse-cour avait envahi le jardin, et vous n'avez à me montrer que Lady Catherine et sa fille. »« Oh, ma chère !» dit Maria, scandalisée de sa méprise. « Ce n'est pas Lady Catherine, c'est Miss Jenkins, la dame de compagnie, et Miss de Bourgh. Regardez-la, quelle petite personne! Qui aurait pu la croire si mince et si chétive? Quelle impolitesse de retenir Charlotte dehors par un vent pareil! Pourquoi n'entre-t-elle pas? Charlotte dit que cela ne lui arrive presque jamais. C'est une véritable faveur quand Miss de Bourgh consent à entrer. Son extérieur me plaît, murmura Élisabeth, dont la pensée était ailleurs. Elle a l'air maussade et maladive. Elle lui conviendra très bien. C'est juste la femme qu'il lui faut. M. Collins et Charlotte étaient tous les 2 à la porte, en conversation avec ces dames. Sir William, debout sur le perron, ouvrait de grands yeux en contemplant ce noble spectacle. Et,
au grand amusement d'Élisabeth, saluait chaque fois que Miss de Bourgh regardait de son côté. Enfin, ces dames repartirent, et tout le monde rentra dans la maison. M. Collins, en apercevant les jeunes filles, les félicita de leur bonne fortune, et Charlotte expliqua qu'ils étaient tous invités à dîner à Rosings pour le lendemain. Chapitre 29. M. Collins exultait. « J'avoue, dit-il, que je m'attendais un peu à ce que sa grâce nous demandât d'aller dimanche prendre le thé et passer la soirée avec elle. J'en étais presque sûre, tant je connais sa grande amabilité. Mais qui aurait pu imaginer que nous recevions une invitation à dîner? Une invitation pour tous les 5, sitôt après votre arrivée. »« C'est une chose qui me surprend moins, » répliqua Sir William, ma situation m'ayant permis de me familiariser avec les usages de la haute société. À la cour, les exemples d'une telle courtoisie ne sont pas rares. On ne parla guère d'autre chose ce jour-là, et pendant la matinée qui suivit. M. Collins s'appliqua à préparer ses hôtes aux grandeurs qui les attendaient, afin qu'ils ne fussent pas trop éblouis par la vue des salons, le nombre des domestiques et la magnificence du dîner. Quand les dames montèrent pour s'apprêter, il dit à Élisabeth : « Ne vous faites pas de soucis, ma chère cousine, au sujet de votre toilette. Lady Catherine ne réclame nullement de vous l'élégance qui sied à son rang et à celui de sa fille. Je vous conseille simplement de mettre ce que vous avez de mieux. Faire plus serait inutile. Ce n'est pas votre simplicité qui donnera de vous une moins bonne opinion à Lady Catherine. Elle aime que les différences sociales soient respectées. » Pendant qu'on s'habillait, il vint plusieurs fois aux portes des différentes chambres pour recommander de faire diligence, car Lady Catherine n'aimait pas qu'on retardât l'heure de son dîner. Tous ces détails sur Lady Catherine et ses habitudes finissaient par effrayer Maria, et Sir William n'avait pas ressenti plus d'émotion lorsqu'il avait été présenté à la cour que sa fille n'en éprouvait à l'idée de passer le seuil du château de Rosings. Comme le temps était doux, la traversée du parc fut une agréable promenade. Chaque parc avait sa beauté propre. Ce qu'Élisabeth vit de celui de Rosings l'enchanta, bien qu'elle ne pût manifester un enthousiasme égal à celui qu'attendait M. Collins, et qu'elle accueillit avec une légère indifférence les renseignements qu'il lui donnait sur le nombre des fenêtres du château et la somme que Sir Lewis de Bourgh avait dépensée jadis pour les faire vitrer. La timidité de Maria augmentait à chaque marche du perron, et Sir William lui-même paraissait un peu troublé. Après avoir passé le grand hall d'entrée, dont M. Collins, en termes lyriques, fit remarquer les belles proportions et la décoration élégante, ils traversèrent une antichambre, et le domestique les introduisit dans la pièce où se trouvait Lady Catherine en compagnie de sa fille et de Madame Jenkinson. Avec une grande condescendance, sa grâce se leva pour les accueillir, et comme Madame Collins avait signifié à son mari qu'elle se chargeait des présentations, tout se passa le mieux du monde. Malgré son passage à la cour, Sir William était tellement impressionné par la splendeur qui l'entourait qu'il eut juste assez de présence d'esprit pour faire un profond salut et s'asseoir sans mot dire. Sa fille, à moitié morte de peur, s'assit sur le bord d'une chaise, ne sachant de quel côté partager ses regards. Élisabeth, au contraire, avait tout son sang-froid et put examiner avec calme les 3 personnes qu'elle avait devant elle. Lady Catherine était grande, et ses traits, fortement accentués, avaient dû être beaux. Son expression n'avait rien d'aimable, pas plus que sa manière d'accueillir ses visiteurs n'était de nature à leur faire oublier l'infériorité de leur rang. Elle ne gardait pas un silence hautain, mais elle disait tout d'une voix impérieuse, qui marquait bien le sentiment qu'elle avait de son importance. Élisabeth se rappela ce que lui avait dit Wickham, et de ce moment fut persuadée que Lady Catherine répondait exactement au portrait qu'il lui en avait fait. Miss de Bourgh n'offrait aucune ressemblance avec sa mère, et Élisabeth fut presque aussi étonnée que Maria de sa petite taille et de sa maigreur. Elle parlait peu, si ce n'est à voix basse, en s'adressant à Madame Jenkinson. Celle-ci, personne d'apparence insignifiante, était uniquement occupée à écouter Miss de Bourgh et à lui rendre de menus services.
Au bout de quelques minutes, Lady Catherine invita ses visiteurs à se rendre tous à la fenêtre pour admirer la vue. M. Collins s'empressa de leur détailler les beautés du paysage, tandis que Lady Catherine les informait avec bienveillance que c'était beaucoup plus joli en été. Le repas fut magnifique. On y vit tous les domestiques, toutes les pièces d'argenterie que M. Collins avait annoncées. Comme il l'avait également prédit, sur le désir exprimé par Lady Catherine, il prit place en face d'elle, marquant par l'expression de son visage qu'en ce monde, aucun honneur plus grand ne pouvait lui échoir. Il découpait, mangeait et faisait des compliments avec la même allégresse joyeuse. Chaque nouveau plat était d'abord célébré par lui, puis par Sir William qui, maintenant remis de sa première émotion, faisait écho à tout ce que disait son gendre. À la grande surprise d'Élisabeth, une admiration aussi excessive paraissait enchanter Lady Catherine, qui souriait gracieusement. La conversation n'était pas très animée. Élisabeth aurait parlé volontiers si elle en avait eu l'occasion. Mais elle était placée entre Charlotte et Miss de Bourgh. La première était absorbée par l'attention qu'elle prêtait à Lady Catherine et la seconde n'ouvrait pas la bouche. Madame Jenkinson ne parlait que pour remarquer que Miss de Bourgh ne mangeait pas et pour exprimer la crainte qu'elle ne fût indisposée. Maria n'aurait jamais osé dire un mot et les deux messieurs ne faisaient que manger et s'extasier. De retour au salon, les dames n'eurent qu'à écouter Lady Catherine, qui parla sans interruption jusqu'au moment où le café fut servi, donnant son avis sur toute chose d'un ton qui montrait qu'elle ignorait la contradiction. Elle interrogea familièrement Charlotte sur son intérieur et lui donna 1000 conseils pour la conduite de son ménage et de sa basse-cour. Élisabeth vit qu'aucun sujet n'était au-dessus de cette grande dame, pourvu qu'elle y trouvât une occasion de diriger et de régenter ses semblables. Entre-temps, elle posa toutes sortes de questions aux deux jeunes filles, et plus particulièrement à Élisabeth, sur le compte de laquelle elle se trouvait moins renseignée, et qui, observa-t-elle à Madame Collins, paraissait une petite jeune fille gentille et bien élevée. Elle lui demanda combien de sœurs elle avait, si aucune n'était sur le point de se marier, si elles étaient jolies, où elles avaient été élevées, quel genre d'équipage avait son père, et quel était le nom de jeune fille de sa mère. Élisabeth trouvait toutes ces questions assez indiscrètes, mais y répondit avec beaucoup de calme. Enfin, Lady Catherine observa. « Le domaine de votre père doit revenir à M. Collins, n'est-ce pas ? J'en suis heureuse pour vous, dit-elle, en se tournant vers Charlotte. Autrement, je n'approuve pas une disposition qui dépossède les femmes héritières en ligne directe. On n'a rien fait de pareil dans la famille de Bourgh. Jouez-vous du piano et chantez-vous, Miss Bennet ? Un peu. Alors, un jour ou l'autre, nous serons heureuses de vous entendre. Notre piano est excellent, probablement supérieur à... Enfin, vous laisserez. Vos sœurs sont-elles aussi musiciennes ? L'une d'elles, oui, madame. Pourquoi pas toutes ? Vous auriez dû prendre toutes des leçons. Les demoiselles Webb sont toutes musiciennes et leur père n'a pas la situation du vôtre. Faites-vous du dessin ? Pas du tout. Quoi ? Aucune d'entre vous ? Aucune. Comme c'est étrange. Sans doute, l'occasion vous aura manqué. Votre mère aurait dû vous mener à Londres, chaque printemps, pour vous faire prendre des leçons. Je crois que ma mère lui fait volontiers, mais mon père a Londres en horreur. Avez-vous encore votre institutrice ? Nous n'en avons jamais eu. Bonté du ciel ! 5 filles élevées à la maison sans institutrice ? Je n'ai jamais entendu chose pareille. Quel esclavage pour votre mère ! Élisabeth ne put s'empêcher de sourire et affirma qu'il n'en avait rien été. Alors, qui vous faisait travailler ? Qui vous surveillait ? Sans institutrice, vous deviez être bien négligée. Mon Dieu, madame, toutes celles d'entre nous qui avaient le désir de s'instruire en ont eu les moyens. On nous encourageait beaucoup à lire et nous avons eu tous les maîtres nécessaires. Assurément, celles qui le préféraient étaient libres de ne rien faire. Bien entendu. Et c'est ce que la présence d'une institutrice aurait empêché. Si j'avais connu votre mère, j'aurais vivement insisté pour qu'elle en prît une. On ne saurait croire le nombre de familles auxquelles j'en ai procuré. Je suis toujours heureuse, quand je le puis, de placer une jeune personne dans de bonnes conditions. Grâce à moi, 4 nièces de Madame Jenkinson ont été pourvues de situations fort agréables.
Vous ai-je dit, Mistress Collins, que Lady Metcalfe est venue me voir hier pour me remercier? Il paraît que Miss Pape est une véritable perle. Parmi vos jeunes sœurs, y en a-t-il qui sortent déjà, Miss Bennet? Oui, madame, toutes. Toutes? Quoi? Alors, toutes les 5 à la fois? Et vous n'êtes que la seconde, et les plus jeunes sortent avant que les aînés soient mariés? Quel âge ont-elles donc? La dernière n'a pas encore 16 ans. C'est peut-être un peu tôt pour aller dans le monde, mais, madame, ne serait-il pas un peu dur pour des jeunes filles d'être privées de leur part légitime de plaisir, parce que les aînés n'ont pas l'occasion ou le désir de se marier de bonne heure? En vérité, dit Lady Catherine, vous donnez votre avis avec bien de l'assurance pour une si jeune personne. Quel âge avez-vous donc? Votre grâce doit comprendre, répliqua Élisabeth en souriant, qu'avec 3 jeunes sœurs qui vont dans le monde, je ne me soucie plus d'avouer mon âge. Cette réponse parut interloquer Lady Catherine. Élisabeth était sans doute la première créature assez téméraire pour s'amuser de sa majestueuse impertinence. Vous ne devez pas avoir plus de 20 ans. Vous n'avez donc aucune raison de cacher votre âge. Je n'ai pas encore 21 ans. Quand les messieurs revinrent et qu'on eut pris le thé, les tables de jeu furent apportées. Lady Catherine, Sir William, Monsieur et Madame Collins s'installèrent pour une partie de quadrille. Miss de Bourgh préférait le casino. Les 2 jeunes filles et Madame Jenkinson eurent donc l'honneur de jouer avec elle une partie remarquablement ennuyeuse. On n'ouvrait la bouche, à leur table, que pour parler du jeu, sauf lorsque Madame Jenkinson exprimait la crainte que Miss de Bourgh eût trop chaud, trop froid, ou qu'elle fût mal éclairée. L'autre table était beaucoup plus animée. C'était Lady Catherine qui parlait surtout, pour noter les fautes de ses partenaires ou raconter des souvenirs personnels. Madame Collins approuvait tout ce que disait sa grâce, la remerciant chaque fois qu'il gagnait une fiche et s'excusant lorsqu'il avait l'impression d'en gagner trop. Sir William parlait peu. Il tâchait de meubler sa mémoire d'anecdotes et de noms aristocratiques. Lorsque Lady Catherine et sa fille en eurent assez du jeu, on laissa les cartes, et la voiture fut proposée à Madame Collins qui l'accepta avec gratitude. La société se réunit alors autour du feu pour écouter Lady Catherine décider quel temps il ferait le lendemain. Puis, la voiture étant annoncée, M. Collins réitéra ses remerciements. Sir William multiplia les saluts, et l'on se sépara. À peine la voiture s'était-elle ébranlée qu'Élisabeth fut invitée par son cousin à dire son opinion sur ce qu'elle avait vu à Rosings. Par égard pour Charlotte, elle s'appliqua à la donner aussi élogieuse que possible. Mais ces louanges, malgré la peine qu'elle prenait pour les formuler, ne pouvaient satisfaire M. Collins, qui ne tarda pas à se charger lui-même du panégyrique de sa grâce. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Orgueil et préjugés de Jane Austen. Alors, pour ceux qui veulent noter sur Goodreads ou des trucs comme ça, on arrive à 43% du livre et on a lu du coup les chapitres 23 à 29. Donc ça en fait un petit paquet, je pense que c'est un peu long, mais je ne me voyais pas trop couper avant parce que là il s'est passé des choses assez intéressantes. Je reviens un petit peu en arrière. Oui, donc on a les Bingley qui sont partis à Londres depuis un moment et Jane qui était toujours un petit peu dans ce à ne pas les juger négativement, donc à penser que peut-être qu'au final Bingley ne l'aime pas tant que ça et peut-être qu'au final les sœurs Bingley ne l'apprécient pas tant non plus. Donc je pense ça doit lui porter un coup quand même, parce qu'elle n'a pas de nouvelles en direct de Charles Bingley, dont elle était quand même plutôt amoureuse. Et les retrouvailles avec, il me semble qu'elle a vu que la plus jeune, donc Caroline, qui n'est pas mariée, c'est plutôt décevant. Je ne sais plus si elle a vu Madame Hurst, Louisa, qui est l'aînée des sœurs Bingley, qui est mariée.
Donc, après, quelque part, elle est en famille à Londres avec les Gardiner, qui ont l'air quand même plutôt sympas, et c'est un peu loin du drama maternel. Donc, je pense elle est quand même plutôt bien, puis elle est dans un endroit où elle est quand même cocoonée, et où elle n'entend pas sa mère se lamenter. C'est déjà ça. Mais ouais, Jane, là, je pense qu'elle accuse quand même sacrément le coup. Ça me fait un peu penser aux situations similaires quand les couples naissants ont été éclatés dans Raison et Sensibilité, où les deux sœurs ont vécu, donc sont passées par les mêmes choses, mais ont réagi de façon totalement différente, parce que l'une était à fond emmenée par ses émotions, alors que l'aînée était très raisonnable en fait dans l'expression de ces émotions-là, alors qu'elle souffrait tout autant que la plus jeune. Et je trouve ça intéressant. Je suis très fan de la relation entre Jane et Elizabeth, parce qu'on sent elles n'ont pas les mêmes relations avec les sœurs suivantes. Parce que les deux plus jeunes, Kitty et Lydia, sont tout le temps ensemble. Lydia qui a l'air d'un petit peu de mener Kitty à la baguette. Marie, elle m'a l'air complètement isolée dans la sororité, entre guillemets. Et je pense que Monsieur Bennet, donc le papa, il laisse un peu tout le monde être géré par Madame Bennet, c'est l'idée du siècle. Et je pense qu'il a une vraie affection, une vraie relation privilégiée avec Elisabeth. Et je pense pas qu'il ait une telle relation avec ses autres filles. Il les aime, hein, certainement, mais il dit qu'elles sont toutes des idiotes, et je crois qu'il disait que... J'ai l'impression qu'il les hiérarchise un peu. Enfin bref. Jane, elle accuse le coup. Elisabeth, elle sait qu'elle a raison, mais elle n'est pas non plus en train de triompher, parce que c'est triste. Et on a eu des petites notions encore sur Wickham qui reste dans le coin, un peu. Pour ceux qui connaissent la technique du foreshadowing, c'est laisser des petits indices dans un film ou c'est le fusil de Tchekhov au cinéma ou en série télé. Donc le foreshadowing, c'est laisser des petits indices qui vont amener le lecteur à se dire « Ah mais oui !» quand la chose va se produire. Là, il y en a. Je me tais, mais il y en a. Il y a des petites phrases qui m'ont fait dire que. Parce que c'est la 3e fois que je le relis, hein, donc là je commence à avoir l'œil aiguisé. Et il me semble d'ailleurs, je fais une petite parenthèse adaptation ciné, j'ai pas le souvenir dans le film, il me semble qu'Elisabeth, le film de 2005, donc avec Keira Knightley, il me semble qu'elle va rendre visite aux Collins, mais seule. Je suis quasiment sûre. J'ai pas du tout le souvenir de voir le père et la sœur de William, n'importe quoi. Le père et la sœur de Charlotte avec eux. Il me semble que c'était seul. Mais bon, après là, une leçon entre guillemets qu'accessoire. On sent quand même toujours le père William Lucas qui a à se donner de l'importance et compagnie, mais je crois qu'il ne maîtrise pas du tout les codes sociaux de la haute société, parce que faudrait que je remette le nez dans... il me semble qu'il a eu son titre pour des choses qu'il a faites. Et c'est pas il vient pas de là, quoi, donc il a tout à apprendre. Et il est pauvre. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors les Gardiner, ils sont assez secondaires dans le bouquin et dans le film. Donc les Gardiner, c'est chez qui Jane est partie, mais je les aime vraiment beaucoup. On sentait vachement de bienveillance chez eux. Et ils sont plus ou moins aussi de la haute, donc plus haut que les Bennet et les Lucas par exemple, plus bas que Lady Catherine de Bourgh. Mais ils ont les codes, mais ils n'ont pas trop envie de se mélanger à tout le gratin, ils sont tranquilles chez eux, peinards, pépouses. Je crois d'ailleurs que dans le film, c'est un couple qui n'a pas d'enfants, alors que là, il y a plein de petits. Mais bon, après, ils sont juste nommés petit garçon, petite fille, si je me trompe pas. Bref,
Donc, le fameux mariage de Monsieur Collins et de Charlotte a eu lieu. On sent vraiment toute l'ironie et le côté toujours Elisabeth qui se dit mais qu'est-ce qu'elle fout avec lui? Qu'est-ce que vous en pensez de ce mariage-là? Parce que autant Elisabeth elle va se moquer de Monsieur Collins parce qu'il est très moquable, hein, on va pas se leurrer, autant elle trouve que Charlotte elle y trouve son compte en fait. Et au final pourquoi pas ce couple-là? Pourquoi pas? Elle arrive à un petit peu, soit elle l'ignore, elle laisse causer quand il pérore sur Catherine de Bourg, soit elle l'entend quand il dit une grosse connerie et du coup elle en rougit mais elle ne réagit pas plus que ça. Elle ne va pas le contredire, elle ne va pas préciser ce qu'il a dit, s'il dit une bêtise ou un truc vague, mais je trouve elle tire en quelque sorte son épingle du jeu. Charlotte, je pense que au final, c'est quelqu'un d'intelligent. Et c'est quelqu'un qui est vraiment doué au niveau des relations sociales parce qu'elle s'adapte en fait. Alors qu'Elisabeth, qui est très observatrice et qui sait, elle sait un peu comment fonctionnent les gens, elle a le nez assez fin, je trouve qu'elle est moins adaptable. Parce qu'elle est entière. Elle est quand même vachement entière comme nana. Puis elle est jeune, hein. Elisabeth elle a que 20 ans. Charlotte Lucas, je crois qu'elle en a 27. Donc là, elle approchait de la date de péremption pour le mariage. Donc, Madame de Bourg, Catherine, de son petit nom, qu'est-ce que vous en pensez? Je la trouve odieuse. Elle me fait penser un peu à Madame Ferrars, si vous avez lu Raison et sensibilité. Madame Ferrars, c'était la maman d'Edward qui était amoureux et réciproquement d'Elinor, la fille aînée des Dashwood. Et si vous voulez, c'était une famille quand même plutôt riche, etc. Et elle voulait un enfant qui brille, parce qu'Edward était l'aîné. Sauf qu'Edward, je crois que c'est quelqu'un qui voulait se diriger vers la religion, quoi, devenir un ecclésiastique. Et en fait, c'est pas du tout un mec qui brillait, entre guillemets. Il n'attirait pas l'attention sur lui. Il n'était pas habillé d'une manière extravagante. Il était plutôt timide, plutôt réservé. On ne le remarquait pas. Et c'est un enfant il répondait pas aux attentes de sa mère qui voulait un fils qui brille, comme le second qui était juste un gros con qui étalait son pognon. Et là, Madame Catherine de Bourg, ça fait un peu ça. C'est en gros, regardez, je suis pétée de thunes, j'ai du pouvoir, j'ai de l'argent, j'ai des domestiques, je suis bonne, je suis avisée, donc écoutez et appliquez mes conseils. Et en face, il y a Elisabeth. Genre, ah ouais? Je vais écouter vos conseils, moi. Parce que là, en gros, Madame de Bourg, elle est carrément en train de juger la famille Bennet. Parce que la famille Bennet, quelque part, elle rentre pas dans les clous non plus. Parce que dans les clous, il devrait y avoir en fait que Jane qui soit entrée dans le monde. Et à son mariage seulement, Elisabeth pour y aller. Après au mariage d'Elisabeth, on passe à Marie, etc. Et là, ils ont fait un gros pire. Ce qui était peut-être un côté stratégique pour la maman de se dire bon si je mets mes 5 filles sur le marché, il y en a bien une qui va se marier, puis un poids en moins. Mais puis il y a le côté un peu futile de non, on va pas refuser aux plus jeunes le plaisir d'aller danser, comme dit Elisabeth. Parce qu'Elisabeth, elle va au bal pour danser, elle va pas au bal pour chercher un mari, hein, elle est pas là-dedans encore. Jane plus. Mais Jane plus, et elle veut chercher quelqu'un dont elle va tomber amoureuse et réciproquement. Elisabeth, je suis pas sûre, hein. Je pense qu'elle est pas là. Marie, Kitty, Lydia, non plus, je pense pas. Je pense que c'est plutôt aller danser, aller rencontrer du beau monde. Donc Catherine de Bourg, je la trouve assez insupportable. Et sa fille, elle me fait un peu pitié.
parce que bon, elle est vraiment décrite comme quelqu'un de chétive et maladive, avec une gouvernante qui la surprotège, etc. Et elle dit pas un mot. On dirait qu'elle a aucune personnalité. On dirait que en gros, si on lui serre la main, on la lui casse tellement elle est fragile. Et c'est un personnage dans le film, elle me faisait un peu de peine aussi, parce qu'elle faisait très transparente, comme avec une mère qui a un caractère qui est très écrasant. C'est pas évident de, je sais pas comment faire. Enfin, on va voir ce qui va advenir d'eux par la suite, mais on va voir. Ceux qui ont déjà lu Orgueil et Préjugés, si vous laissez un commentaire, faites attention à ne pas dépasser. Parce qu'il y en a des auditeurs parmi nous qui n'ont pas lu encore tout le livre. Donc juste faites attention. Je ferai attention aussi de ne pas dire de bêtises. Donc là, on n'a toujours pas de Darcy. Mais là, Darcy, il a été joyeusement rhabillé pour l'hiver par à peu près tout le monde. Parce qu'au final, Madame Gardiner, elle a dit « Ah oui, c'est vrai que quand Darcy il était gamin, on disait qu'il était orgueilleux, qu'il était imbuvable et tout ça. » Et Darcy, il a quand même été bien rhabillé pour l'hiver, là. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mais je ne dis rien. Chut. Je ne sais pas quoi en dire de plus. Là, on a mentionné juste plusieurs fois l'entaille. Donc l'entaille, je ferai, je pense, une toute petite vidéo que je mettrai. Je ne sais pas si on peut mettre les shorts dans les playlists de grandes vidéos. Mais je pense que je ferai peut-être juste un short sur l'entaille. Donc c'est en plus Catherine Debourg qui avait l'air de dire que elle, à la mort de son mari par exemple, elle ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Elle reste, je ne sais pas si elle est duchesse ou un truc comme ça. Enfin, elle reste dans son domaine, à gérer son domaine, etc. Un peu au final comme une... comment on dit pas les reines consorts, une douairière. Non, il y a un autre terme, j'ai oublié. Si je le trouve, je le mets en bubule. Les reines qui sont reines parce que leur enfant ne peut pas être reine. Ne peut pas être roi, pardon. Bon, ça me revient pas, je vais le mettre en bubule. Mais on dirait que elle, cette loi de l'entaille qui prive en fait les filles de l'héritage patrilinéaire, donc de l'héritage de leur père, cette loi-là, elle ne l'a pas subie. Donc est-ce que c'est par rapport à sa position qui est bien au-dessus, ou est-ce que c'est une tradition dans cette famille-là que la femme ne soit pas considérée comme une mineure, entre guillemets, et qu'elle puisse se diriger elle-même, entre guillemets. Je sais pas, c'est pas tout à fait le bon terme. À voir. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être très longue, parce que j'ai quand même lu pas mal on a lu pas mal de chapitres là. Je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez bien un petit dimanche doudou, par exemple, en buvant du thé, en écoutant Jane Austen. À tout bientôt, rêvez tout grand. Salut!